Donc, en petite définition, on a le libre accès ou accès ouvert ou open access en anglais, qui est souvent aussi utilisé dans les documents français, ou OA. Donc, c'est un mode de diffusion alternatif des publications scientifiques. Ce qui recouvre n'est pas toujours, certains vont donner des définitions plus ou moins restrictives. Tout le monde est d'accord que ça soit accessible gratuitement et pour tout le monde. Et certains diront qu'il faut en plus qu'on ait des droits qui vont plus loin. Donc, le droit, par exemple, de le redistribuer ailleurs, ou le droit de faire des versions avec des adaptations. Ça dépendra des licences. Certains vont, pour différencier ces deux, la simple gratuité et universalité et ces droits supplémentaires avec une licence libre, parler donc de libre accès pour la version où il y a les droits supplémentaires et une licence libre, et d'accès ouvert ou d'open access pour les documents qui sont simplement accessibles gratuitement pour tout le monde. Donc, on a l'exemple de Marin Dacos, qui en parlait dans manière-là dans sa préface de qu'est-ce que c'est l'accès ouvert, dans sa version française. Suivante. Donc, pourquoi... Désolé, j'essaye de passer à la diapo suivante, qui se passe sur mon écran, mais pas sur l'autre écran. Ah. Ouais, je mets... Oh. D'accord. Bon. Donc, pourquoi réaliser cette publication en libre accès? Ça donne une plus grande visibilité à vos publications. Que tout le monde peut y accéder, et non seulement les personnes qui travaillent dans une institution qui a une bibliothèque qui est abonnée à ces revues. Ça permet au grand public d'accéder à vos résultats, alors que dans les revues bien abonnement, c'est généralement pas le cas. Ce qui permet aussi d'avoir une certaine influence sur la politique, soit via le grand public, soit via les élus, qui sont en général pas aux revues scientifiques avec abonnement. Ça permet aussi de rendre accessible aux chercheurs des pays en voie de développement, qui ont en général moins de budget dans leurs institutions, donc n'ont pas forcément les moyens de s'abonner aux revues. Alors, des fois, il y a des ristournes sur les pays en voie de développement, et c'est plutôt les pays un peu plus riches, mais pas non plus très riches, qui peuvent avoir ce genre de problème. Ça permet un plus grand taux de citation. Donc, il y a beaucoup d'études sur le sujet qui ne sont pas toutes d'accord selon le mode de calcul, mais la majorité tend plutôt à dire que les publications en open access tendent à avoir plus de citations que les publications qui ne le sont pas. C'est conforme aux grandes règles de subvention. Donc, de plus en plus, les agences de financement exigent qu'il y ait du libre accès et même des licences particulières à ce libre accès. Et les contribuables en ont pour leur argent, parce qu'avec les revues soumises à abonnement, on a le problème que la recherche est très largement financée par le sens public et consultée par des chercheurs qui travaillent aussi en institution publique, mais qui doivent payer à nouveau pour accéder à recherches qui ont été produites avec de l'argent public via l'abonnement. Donc, selon les modes d'open access, ça permet d'éviter d'avoir ce double paiement de la recherche. Donc, un autre problème avec l'édition scientifique dans le modèle traditionnel, c'est avec le passage aux revues numériques, les coûts, il y avait des coûts fixes avec des revues papier où il fallait imprimer les ouvrages et ensuite les distribuer aux différentes bibliothèques. Donc, il y avait des coûts réels pour les éditeurs à s'abonner, à avoir de plus d'abonnés. Alors que maintenant, quand on est avec des revues numériques, qu'il y ait 50 universités ou 100 universités abonnées à une revue, pour l'éditeur, en final, le coût est à peu près identique. Et pourtant, sur cette même période, avec le passage au numérique, on voit de plus en plus que les éditeurs ont continué à augmenter leur prix d'abonnement. Donc, avec ce graphique qui donne les prix d'abonnement payés par des universités américaines de l'association of Research Library,
Donc il y a un plus que triplé entre 86 et 2008. Cette augmentation des prix d'abonnement aux revues augmente encore. Donc les rapports de l'EBSCO nous donnent 25% d'augmentation en moyenne des prix des revues entre 2012 et 2016, et encore 20% entre 2017 et 2021. Donc on est vraiment sur des coûts d'abonnement en augmentation forte et permanente. Un autre problème avec ce marché de l'édition traditionnelle, donc il y a un petit nombre d'éditeurs, donc Elsevier, Wiley, Springer, contrôlent le marché. Ils n'ont pas la majorité des revues, mais ils ont, alors les chiffres de 2014, ils ont contrôlé 40% de la valeur du marché de l'édition scientifique, 4 ou 5 grands éditeurs. Ils contrôlent aussi la majorité des revues à fort impact. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils contrôlent tant de valeur. Ils ont mis en place depuis les années 2000 un modèle où on ne s'abonne plus à une revue, mais à un bouquet de revues, qui contient des centaines ou des milliers de revues. Et donc, l'intérêt pour les bibliothèques, c'est qu'on a une ristourne. En s'abonnant au bouquet, c'est moins cher que de s'abonner à chaque revue individuellement. Mais ça veut dire qu'il n'y a que les grands éditeurs avec des milliers de revues qui peuvent faire ce genre de bouquet. Les petits éditeurs sont encore plus marginalisés. Et ça veut aussi dire que les bibliothèques sont en quelque sorte forcées à s'abonner à des revues qui ne les intéressent pas forcément, puisqu'on a le bouquet entier à prendre ou à laisser. Voilà, pour ces revues. Et oui, donc si je reviens sur le graphique de la page précédente, on voyait qu'à partir des années 2000, il y avait de plus en plus de revues auxquelles les bibliothèques de ces universités américaines étaient abonnées. C'est sans doute dû à cause de ces bouquets. Un autre problème qu'on a avec ce prix des abonnements aux revues, c'est que la valeur scientifique donc, des revues est dans la relecture par les pairs, et cette relecture est en général faite par des bénévoles. Donc c'est pour ça une raison de plus pour laquelle le prix d'abonnement est injustifié. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à ce rejet du monde de l'édition traditionnelle scientifique avec abonnement, soit par le modèle open access légal, soit aussi par des moyens illégaux comme SciUp. Donc, sur cette diapositive, j'ai mis les grandes dates sur ce mouvement de l'open access. Donc, qui commence dans les années 90 avec les débuts d'Internet, avec déjà les premières archives ouvertes en 91, les premières revues ouvertes en 90. Puis, il se développe de plus en plus au début des années 2000, avec donc, le début des licences Creative Commons, un protocole qui permet aux archives ouvertes d'être interopérables entre les unes avec les autres, les déclarations de Berlin et de Bethesda, donc, qui sont des déclarations de scientifiques ou d'institutions à encourager le développement du libre accès. On a ensuite des programmes d'agences de financement, comme le programme Horizon 2020 et le programme et le plan F en 2021. En 2016, on a aussi eu la loi pour une république numérique, dont on vous parlera plus dans les interventions suivantes, mais qui vient donner toujours une autorisation pour certaines diffusions des documents en version acceptée par publication, en post-print. Donc, qu'est-ce que c'est ces différents circuits par lesquels on peut publier, et ceux qui sont, parmi eux, ceux qui sont en open access et le circuit traditionnel, et les différents types de documents. Donc, voilà. Donc, on a 3 types de documents. On a la version publiée que vous voyez tout en bas du graphique avec les 2 flèches noires, où c'est la version qui est sur la revue, que ce soit une revue en Open Access Gold ou une revue traditionnelle. On a la version soumise à l'éditeur, ou préprint, donc qui est avant l'éditeur sur le graphique avec des flèches bleues, et qui peut être toujours mise en archive ouverte avant de le donner à l'éditeur. Après l'avoir donné à l'éditeur peut, s'il veut, imposer des restrictions. Et on a la version qui a été acceptée par l'éditeur, mais qui n'a pas encore eu sa typographie éditeur, donc la version post-print ou acceptée pour publication, après la relecture par les pairs. Donc, j'ai des flèches grises. Celle-là peut, en général, être mise sur une archive ouverte, particulièrement avec la loi pour une république numérique. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, ces archives numériques, donc, il y en a plusieurs types. Ces archives ouvertes, il y en a plusieurs types. Il y a des archives institutionnelles, comme à l'INRAE ou à IRD Horizon plein texte, donc qui ont l'avantage pour les institutions de servir de vitrine et de promouvoir les publications des chercheurs de ces institutions.
certaines institutions vont obliger de publier sur ces sur ces archives. Ce n'est pas encore le cas d'INRAE pour le moment, donc, comme disait l'information précédente. On peut avoir des archives thématiques, donc ça varie beaucoup selon les disciplines. Là, j'ai cité BioArchive, mais qui est moins utilisé que Archive pour les mathématiques ou physiques. On a des archives généralistes comme HAL, et on peut avoir donc des archives spécialisées dans des formes particulières de documents, donc Archive, qui prend essentiellement des versions acceptées, donc des versions soumises, des prépris. Les archives ouvertes sont développées en premier, donc, comme type d'accès ouvert. Il y avait quelques revues avant 91 ou avec les premières archives, mais les archives ont commencé à être une place importante dans des articles publiés en archives assez tôt, dès les années 90 et surtout les années 2000. Donc l'archivage est réalisé en général par les auteurs, mais quand il y a une version éditeur qui est en libre accès, quelqu'un d'autre peut aussi faire l'archivage. Les contrats d'édition peuvent faire obstacle à cet archivage sur une archive ouverte, donc soit en imposant un embargo, soit en l'imposant complètement, soit en imposant une certaine version du document, donc, seulement le préprint ou la version soumise, seulement le postprint, la version acceptée. La loi pour une république ouverte impose toutefois aux éditeurs de laisser publier le postprint après un embargo maximum de 6 mois ou 1 an selon les disciplines. Il y a une variété de licences possibles, donc selon ce que l'éditeur permet, selon ce que l'auteur veut et selon ce que l'archive permet. Il y a une ambition de pérennité parce que les archives ouvertes sont généralement portées par des institutions, universités ou un institut. Et donc, elles ont une volonté de garder les articles de manière pérenne, contrairement aux revues qui peuvent fermer et voir tous leurs articles disparaître d'un jour à l'autre. L'autre voie pour avoir de l'open access, donc, qui est via des revues ouvertes, donc, elles sont développées un peu plus tard. On commence à en avoir un nombre assez conséquent dans les années 2000 et vraiment important à partir après 2010. On a des nouveaux éditeurs qui se sont mis à faire dans ces revues ouvertes, et on a aussi les éditeurs traditionnels qui se sont mis, en voyant que le libre accès a de plus en plus de succès, à créer leur propre revue en open access. Il y a différents modèles économiques sur comment ces revues ouvertes sont financées. Donc, il y a le modèle le plus connu où c'est l'auteur qui paye ou son institution avec un paiement d'APC, donc d'Article Processing Charge, donc qui peuvent être assez prohibitifs pour le financement. On a deux modèles libre accès suite à souscription. Donc, c'est des revues où il y a des abonnements, mais l'éditeur promet qu'à partir d'un certain nombre d'abonnements, les articles seront aussi mis en libre accès. On a le modèle freemium, où les articles sont en libre accès, mais il y a des services complémentaires qui peuvent être offerts à ceux qui s'abonnent. Donc, par exemple, la consultation simple peut être en libre accès et le téléchargement soumis à abonnement. Et on a le modèle diamant ou platine. C'est la même chose, où il y a des subventions, où il y a des dons, et il n'y a pas de paiement du côté auteur ou du côté institution. Il peut y avoir différentes licences qui sont disponibles avec ces revues ouvertes, plus ou moins ouvertes. Donc, les licences Creative Commons qui sont les plus courantes, et pour la variété Creative Commons Attribution la plus ouverte qui soit très utilisée. Et on a des licences beaucoup plus restrictives. Donc, on a de l'open access qu'on appelle du bronze open access, où il n'y a pas de licence claire et on a juste accès à ce qui est clairement disponible sur Internet. Donc, on voit l'article, on le lit, on n'a pas besoin de hacker. Donc, clairement, on y a accès, mais il n'y a pas de licence. Donc, on peut juste le voir ou juste le télécharger, mais on ne peut pas le redistribuer. Ou on peut avoir des licences très restrictives mais explicites. On parle aussi d'accès gratuit ou de free access selon les éditeurs. Pour ça. Donc, revenons un peu sur les éditeurs prédateurs dont parlait beaucoup Odile Olonne. Donc, ça peut être des éditeurs qui n'ont pas du tout de relecture par les pairs, ou qui prétendent en avoir, mais en ont pas ou très peu. Ils peuvent harceler les chercheurs en leur disant « publiez chez nous, vous êtes super, on vous adore, publiez chez nous ». Certains vont cacher le montant des APC jusqu'au moment de la publication et dire « après, vous nous devez une grosse somme, vous avez publié chez nous ». Donc, pour les repayer, il y a des listes d'éditeurs douteux, mais elles ne sont pas exhaustives et des fois pas très claires.
Donc, il y a la liste de builds qui a été repris en fait sur d'autres sites, c'est plus la liste originale. Il y a aussi sur donc le DOAJ, c'est un répertoire des revues en libre accès et il a une liste des revues qui ont été retirées du répertoire, certaines parce qu'elles ne publiaient plus et d'autres pour cause de pratiques douteuses. Et il y a aussi une liste des revues qui prétendent être sur ce répertoire, mais qui n'y sont pas. Mais après, quand on a une revue sur laquelle on n'est pas sûr, on peut utiliser, il y a des questionnaires qui donnent des critères sur comment évaluer si une revue est douteuse ou pas. Donc, par exemple, le Compass to Publish de l'Université de Liège. Le CIRAD a fait aussi une page qui répertorie plusieurs de ces questionnaires. Les revues hybrides sont aussi un problème en termes de type de libre accès douteux, parce que ce sont des revues avec un abonnement classique qui proposent aux auteurs de payer un APC pour avoir leur article spécifiquement en libre accès, alors que le reste de la revue reste soumis à abonnement. Et donc, du coup, on arrive à ce que les institutions doivent toujours s'abonner à la revue si elles veulent avoir accès à tous les articles, et les auteurs ont aussi payé. Donc, on arrive à un triple paiement des articles au lieu d'une double paiement dans le modèle classique. Et en plus, les APC de ces revues sont plus chers comparés aux APC de revues entièrement en libre accès. Donc, sur les données de OpenAPC INRAE, on trouve qu'en moyenne, un article de ces revues hybrides coûte plus de 500 € de plus qu'un article de revue complètement ouverte. En conclusion, donc, je dirais que le libre accès est avantageux pour le chercheur et pour la collectivité. Donc, pour le chercheur, comme on a dit, parce qu'il y a une plus grande visibilité, un meilleur taux de citation. Ça devient de plus en plus une obligation, soit au niveau du financement, soit au niveau de l'évaluation, donc pas encore à INRAE, mais dans d'autres institutions. Quand on le réalise, il faut faire attention à comment le réaliser. On va essayer d'éviter les revues hybrides et les éditeurs prédateurs, prendre en compte le montant des APC s'il y en a, considérer qu'il y a des revues qui n'ont pas d'APC, il y a 2/3 des revues du DOAJ qui sont sans APC, et on peut toujours déposer en archive ouverte et c'est gratuit. Voilà.